Bonjour et bienvenue, groupe Jean-François Sénéchal. C'est votre prof. What's up, what's up? Comment ça va, les amis? Comment allez-vous cette semaine? Vous êtes partout. J'en ai un là, qui m'a écrit cette semaine de Tunisie, Ouagadougou, au Burkina Faso. Bientôt au Maroc, et là, je pense à Noir, là, à Noir Zanbarar qui m'écrivait cette semaine. Donc, il y en a qui prennent ça au sérieux, un cours à distance, là. Donc, la notion de distance n'est pas la même pour tout le monde. Donc, j'espère que ça se passe bien pour vous, peu importe où vous êtes, peu importe où vous m'écoutez cette semaine. Écoutez, cette semaine, module 7. Ça avance vite, cette session-ci. Dans ce module 7, j'aimerais explorer avec vous les principales notions. Donc, c'est l'habitude que j'ai prise chaque semaine. On regarde un peu pas tout ce qui va être couvert dans le cours, là, mais quelques notions. Donc, dans le podcast, c'est ce que je fais. Pour vous, là, encore une fois, le podcast, c'est insuffisant, là. C'est-à-dire que si vous faites juste écouter les podcasts, là, il va vous manquer des notions pour atteindre les objectifs du cours. Mais si vous écoutez le podcast, vous aurez au moins quelques notions qui seront abordées dans ce cours. Ça vous donne, encore une fois, une belle première introduction. Ça met la table, ça vous prépare à ce qui sera discuté le lendemain en classe, sinon pour vous dans l'enregistrement de cours. OK, module 7, gros module. En fait, il y a de la philo là, au programme dans ce module 7. Il faut en faire un peu, là. On en a fait un peu en surface, mais je dirais que les deux principaux termes dans ce module 7, c'est vraiment de la philo, c'est des termes importants, denses, mais difficiles. Et je parle du concept de responsabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Et la notion de jugement. Qu'est-ce que ça veut dire le jugement? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que le manque de jugement? Le jugement, notion difficile qui est, je dirais, omniprésente là, lorsqu'on se met à faire de la philo morale. La question du jugement pratique, c'est comme ça qu'on le désigne. C'est une belle notion, puis j'ai pensé vous l'introduire minimalement, je dirais, dans ce podcast. Commençons par responsabilité. Responsabilité, soyez responsable. Vous entendez ça partout, mais qu'est-ce que ça veut dire être responsable? C'est un peu ça la philosophie, là, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs termes qu'on utilise à tous les jours, mais dès qu'on se met à poser quelques questions, ça se complexifie. C'est Augustin qui disait ça là, dans sa recherche à propos du temps. Je sais ce que c'est jusqu'à temps qu'on me le demande ce que c'est. Puis à partir de là, je ne sais pas exactement ce qu'est le temps. Donc on pourrait dire la même chose du terme responsabilité. Je pensais que je le savais jusqu'à temps que Jeff pose la question. C'est quoi que ça veut dire? Être responsable. Qu'est-ce que vous avez en tête lorsqu'on vous parle de responsabilité? Et pour réfléchir à cette notion, j'ai envie de vous proposer une belle citation d'un philosophe que vous connaissez bien, qui s'appelle l'oncle Ben Parker. Connaissez-vous l'oncle Ben Parker? Et vous voyez où je m'en vais, là. Vous savez, c'est l'oncle de Spider-Man qui lui dit quoi? À Peter Parker, qu'est-ce qu'il lui propose? Il lui dit « Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. » Donc, cette phrase-là, c'est pas lui, je dirais, c'est pas la première fois qu'on l'entend là, dans l'histoire de la philosophie, cette phrase tournée là, mais le lien entre pouvoir et responsabilité, ça fait un bout. Et ça a été repris, évidemment, dans la culture populaire ici, dans Spider-Man, puis ça a été repris dans la dernière version aussi, sans spoiler un peu ce qui se passe, mais typiquement, son oncle lui prodigue un conseil extraordinaire. Écoutez, sois responsable, Peter, c'est ce qu'il lui dit.
t'as un grand pouvoir. En fait, son oncle ne sait pas à quel point il a un grand pouvoir. Et pourtant, il lui dit, attention, tu as un grand pouvoir et ce pouvoir engendre de grandes responsabilités. Puis, ben, vous connaissez l'histoire, c'est quelque chose qui va pas obséder, mais qui va guider Peter Parker dans sa quête, son rôle, l'exercice de son rôle comme super-héros. Et vous, ben, les questions sont les mêmes, là, je dirais. Quel est votre rôle? De quoi êtes-vous responsable? Pour lui, Peter Parker, de quoi il se sent imputable de tout, y compris de la mort de son propre oncle, sans divulguer tout, mais j'imagine que vous connaissez bien cette histoire-là. Il doit être responsable, mais responsable de qui, de quoi, pour qui, au nom de quoi. Puis, qu'est-ce que ça veut dire être responsable dans sa vie qui est la sienne? Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ben, le terme responsabilité, il est là. On parle de responsabilité professionnelle. Puis, votre ordre professionnel, on en a parlé au dernier cours, place la responsabilité au cœur de l'exercice de votre rôle. D'où l'importance d'avoir au moins une première réflexion sur ce terme. Parce que d'essayer de vous guider comme ça en fonction d'une valeur et de quelques valeurs, on les a vues en classe. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué, là, c'est un bel exemple parfait, là, je dirais, d'éthique de la vertu. On vous donne des valeurs. Ici, la valeur, ben, c'est responsabilité. Puis, on vous dit, guidez votre action en fonction de cette valeur. Puis, pour Peter Parker, ça ressemble à ça aussi, là. Sois responsable. Mais malheureusement, ça ne donne pas vraiment de guide clair. Hein. On en avait parlé lorsqu'on parlait de l'éthique de la vertu. C'est inspirant, mais les guides sont plus ou moins clairs. Sois responsable, oriente tes décisions en fonction de cette belle valeur-là. Puis, même on ajoute souvent là, agis comme la personne qui incarne la responsabilité. Pour Peter Parker, c'est son oncle hein, qui incarne cette valeur-là. Puis pour nous, maintenant, ben, c'est Peter Parker qui incarne la valeur de responsabilité. Mais les guides sont pas clairs et la question demeure. Hein, c'est quoi être responsable? Hein, est-ce qu'on peut se contenter de seulement répondre à cette question-là? Être responsable, c'est agir comme l'oncle Ben, c'est agir comme Spider-Man. Hein? Donc, c'est inspirant, mais je dirais que ça laisse plusieurs questions sans réponse. Je dirais si on revient à la question d'un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités, la question du pouvoir peut aussi être une clé pour comprendre ce que ça veut dire. Le terme pouvoir, il est peut-être aussi, sinon plus important que le terme responsable dans la citation, parce que vous le voyez, vous le savez, Peter Parker a un grand pouvoir, puis c'est présumé comme étant connu, je dirais, du spectateur ou du lecteur de la BD. On sait qu'il a, dans son cas, son pouvoir, ben, c'est une force incroyable, une agilité évidemment incroyable, un sens de la perception, son spider sense. Tout ça est là, un pouvoir exceptionnel et engendre, si on est logique, une responsabilité d'exception. Mais pour vous, hein, on pourrait se demander, c'est quoi votre pouvoir? Si on dit un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités, un grand pouvoir, quel est votre pouvoir? Et pour définir ce qu'est votre pouvoir, j'aurais envie de citer Francis Bacon, qui lui avait cette formule fameuse « Knowledge is power ». Knowledge, donc la connaissance, est un pouvoir. Cette phrase-là a été reprise, entre autres, dans Game of Thrones. Comment s'appelait-il?
de Mockingbird. Comment s'appelait-il, ce personnage-là? Bon, j'ai oublié le nom du personnage en question. De Mockingbird, celui qui avait ça là, comme effigie, un petit, qui était un peu manipulateur, qui aimait bien le chaos, lui, c'était la connaissance, son pouvoir. Hein. Il connaissait tous les rouages de la politique, qui avait toutes sortes d'informations que d'autres n'avaient pas. Et lui aussi, il reprend cette phrase-là, là, Knowledge is power. Baelish, Lord Baelish, voilà à qui je pensais là, donc avec la maison des Mockingbird. Là, voilà le lien que j'essayais de tisser. Donc pour lui, il a un pouvoir et son pouvoir, c'est le savoir. Parce que le savoir, lui aussi, est un pouvoir. C'est là que je vais m'en aller avec cette explication-là. C'est-à-dire que pour vous aussi, vous avez un pouvoir, éventuellement de grandes responsabilités. Pour vous, votre pouvoir, c'est quoi? Ben, c'est le savoir en sciences et génie, la connaissance. Lorsqu'on parle de pouvoir, on parle aussi de pouvoir faire, de pouvoir transformer le monde. Pour vous, c'est évident là, que vous allez avec votre science, vos connaissances, vos technologies, vous avez ce pouvoir de transformer le monde, pouvoir de comprendre la nature, le vivant, la matière. Voilà un beau pouvoir. C'est sûr que c'est pas un super pouvoir, mais c'est un pouvoir humain que d'autres n'ont évidemment pas. Donc, vous n'êtes pas encore de super-héros, mais moi, j'aime bien l'idée d'héros ordinaires, hein, héros et héroïnes ordinaires du quotidien qui ont un pouvoir humain, des pouvoirs humains, hein, les vôtres. Et la question, c'est quoi? Ben, c'est quoi faire maintenant avec ce pouvoir? Quoi faire avec cette capacité d'agir accrue que d'autres n'ont pas? Quoi faire? La réponse, soyez responsable. Hein, nous aurait dit l'oncle Ben. Soyez responsable, vous dirait aussi votre ordre professionnel, puis vous diront peut-être vos parents, vos amis, mais je dirais que c'est l'injonction qu'on a à votre endroit. Vous avez un pouvoir, vous allez exercer une profession. Soyez responsable, la société vous fait confiance. Soyez responsable. Quoi faire avec votre pouvoir accru? Servir quoi? Vous voyez, les questions reviennent là, qui sont un peu celles que se pose notre ami Peter Parker. OK, j'ai un pouvoir, mais quoi faire? Qu'est-ce que ça veut dire être responsable dans un tel contexte? Servir qui? Servir quoi? Au nom de qui? Au nom de quoi? La philo, la sociologie, le droit sont un peu plus clairs et un peu plus concrets là, sur le sens qu'on peut donner au terme responsabilité. Je vous offre quelques pistes de réponse. Je l'ai expliqué très brièvement au dernier cours. Là. J'aimerais peut-être revenir là, sur les différents sens qu'on peut donner au terme responsabilité. D'ailleurs, je vais en donner plusieurs sens demain pendant le cours au terme responsabilité, mais je dirais que principalement, il y a deux sens principaux lorsqu'on parle de responsabilité. Donc, responsabilité, c'est l'idée dans le terme, là, respondere, ça veut dire répondre, répondre de ou répondre à. Et il y a les deux principaux sens. On dit qu'il y a le sens rétrospectif. Je regarde en arrière, je suis responsable. Et prospectif, je regarde en avant et je suis responsable. Donc, prenons-les là, un à un. Le premier, je vous disais, le premier sens, c'est la responsabilité rétrospective. Je regarde en arrière. Je suis responsable de quoi? Je suis imputable. Ça, c'est peut-être le terme qui se rapproche le plus du sens de responsabilité rétrospective. C'est-à-dire que je suis imputable, je suis celui qui doit répondre de gestes et de décisions qui ont été prises dans le passé. Rétrospective, c'est ce que ça veut dire. Là. Ici,
Je vous invite à consulter, à lire peut-être un jour les textes de Hans Jonas. Donc ça, c'est un philosophe qui a vraiment pris le temps de réfléchir au concept de responsabilité, au principe de responsabilité. C'est dans cet ouvrage d'ailleurs que j'ai puisé cette distinction entre responsabilité rétrospective et prospective. Pour vous, plus concrètement, dans l'exercice de votre profession, c'est quoi? Ben, c'est qui est responsable d'une construction, peut-être de ce fameux viaduc, là, vous savez, qui s'effrite un peu trop prématurément puis qui devrait être reconstruit. Qui est responsable ici? C'est qui est imputable. Si ça tourne mal, si ça va mal, si ça s'effrite, si ça tombe. Qui est responsable? Est-ce que c'est l'ingénieur qui a conçu, l'entrepreneur qui a construit? Qui est responsable? Est-ce que c'est la neige, le gel, le dégel? Ça aussi, on pourrait dire, c'est ça, c'est les conditions climatiques qui sont responsables. Qui est responsable d'autres domaines, peut-être? Qui est responsable de cette faille de sécurité logicielle? Qui est responsable de la rigueur de ces données GPS? Qui est responsable de la fiabilité de cette machine, de la durabilité de cette belle route? Eh bien, ces personnes sont responsables en ce premier sens. Ils sont responsables au sens rétrospectif, c'est-à-dire qu'ils sont imputables. Ils ont fait des choses, ils ont pris des décisions, ils ont posé des gestes et en raison de tout cela, ils sont imputables. On peut pointer le doigt vers eux. C'est eux qui devront répondre au sens rétrospectif de leurs gestes, de leurs décisions, de leurs actions. Au module 7, dans l'enregistrement de cours, vous allez voir demain en classe, notamment, on va explorer plusieurs formes de responsabilité rétrospective. En droit, là, je dirais que c'est presque essentiellement la forme par excellence de responsabilité. En droit, là, lorsqu'on vous parle de responsabilité, on pointe vers cette responsabilité rétrospective. En classe, on va voir la responsabilité criminelle, la responsabilité civile, la responsabilité disciplinaire. Et ces différentes formes de responsabilité pointent tous vers une forme de responsabilité rétrospective. Responsabilité criminelle, ben, je suis responsable des décisions qui ont peut-être compromis la sécurité publique, sinon la paix sociale. Responsabilité civile, ben, je suis responsable des dommages qui ont résulté de mes décisions, de mes gestes. Responsabilité disciplinaire, enfin, ben, je suis responsable des faits, des gestes qui ont été commis dans l'exercice de ma profession, qui ont peut-être nui à ma profession. Et donc, tous ces trois sens, et il y en aura d'autres là, en classe, je vais décliner la responsabilité de différentes manières, mais je dirais que ce cœur-là là, sur la responsabilité rétrospective, avec la responsabilité criminelle, civile, disciplinaire, là, on va explorer davantage cela en classe demain. Et ensuite, il y a vos responsabilités prospectives. Prospective, on parle davantage de votre rôle en tant que professionnel. Donc, de vous, de quoi êtes-vous responsable dans l'exercice de votre profession? Donc, responsabilité disciplinaire, il y a peut-être ça un peu là. On passe de la responsabilité rétrospective à prospective. C'est peut-être plus mêlant pour vous, là, mais je dirais que le premier sens, c'est rétrospective. Donc, je regarde derrière. Je suis responsable de mes gestes, de mes décisions, de mes actions. Je suis imputable. Et le second sens, c'est responsabilité prospective. Et lorsqu'on parle de responsabilité prospective, je suis toujours là dans les explications de Hans Jonas. Pour Hans Jonas, la responsabilité prospective, on arrête de regarder en arrière et on regarde en avant, c'est-à-dire que je peux être responsable d'une autre manière, je peux être responsable de quelque chose. Donc, si le rapport, il est centré sur un objet
externe devant moi qui exige, qui oriente mes décisions, mes actions. Si vous voulez, un terme qui est peut-être plus commun lorsqu'on parle de responsabilité prospective, il y a la question du rôle, du rôle social. Je suis responsable, parfois dans ce deuxième sens-là, je suis responsable, c'est-à-dire que j'ai un rôle, on me confie un rôle. La responsabilité parentale, c'en est une responsabilité prospective. J'ai rien fait encore, mais ma femme est enceinte et déjà, je me sens une responsabilité. Je suis responsable de cette personne à naître qui va bientôt fréquenter ma vie. Même chose lorsqu'on parle de l'exercice de votre profession, vous n'avez encore rien fait et pourtant, on va vous confier une responsabilité, on va vous confier un rôle. On va vous demander de construire, de faire, de transformer le monde et on vous demandera d'assumer ce rôle. Donc, d'être responsable de cet objet qui n'est pas encore construit, responsable de ce construit pour lequel vous allez participer, peu importe la façon. Et vous allez répondre avec ce second sens, vous avez un rôle. On en a parlé au dernier cours, votre responsabilité envers le public, le client, vos pairs, devant vous. Vous n'avez encore rien commis, rien fait, et pourtant, vous êtes responsable d'eux. Le public, le client, vos pairs, ils ont des attentes envers vous, vous avez un rôle. Donc, prospective, c'est ce que ça veut dire, là. Je me projette dans le futur. Il y a des attentes envers moi, devant moi. J'ai encore rien fait et pourtant, je suis responsable. Je le disais un peu plus tôt, responsabilité rétrospective, on va l'explorer encore et davantage en classe, entre autres avec la responsabilité criminelle, civile et disciplinaire. Donc, rétrospective, on va voir ça en classe. Et prospective, on va voir aussi là, à quoi ça peut ressembler dans l'exercice de votre profession. Donc, prospective, encore une fois, on regarde devant. Vous avez un rôle. Vous n'avez encore rien fait et pourtant, vous êtes responsable. Voilà ce qu'on peut en dire déjà de la responsabilité. Donc, j'imagine que vous comprenez un peu plus qu'est-ce que ça veut dire être responsable. J'espère que vous êtes déjà à l'aise avec ces deux premières définitions, là, ces deux premiers sens qu'on peut associer à la responsabilité. Encore une fois, on va approfondir tout ça dans le module 7, lorsqu'on parlera de responsabilité rétrospective et prospective. Mais en même temps, je voulais déjà mettre la table pour ce premier podcast avec la notion de responsabilité. Et on poursuivra ces réflexions demain en classe. Le deuxième terme que j'aimerais voir avec vous, c'est le terme jugement. Là aussi, on est dans la grande philosophie. On parle de jugement moral, jugement pratique. En philosophie morale, c'est partout. Et là aussi, ça peut être compliqué. Vous pensez que c'est simple peut-être de définir le jugement. Vous utilisez ce mot-là. Sers-toi de ton jugement, il y a manqué de jugement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le jugement? Et là aussi, si je vous pose la question, puis si je laisse un petit silence, vous allez voir que c'est compliqué. C'est quoi le jugement? Hein? Pas simple, hein? Et là, préparez-vous, c'est sûr que c'est de la philo. Faut en faire. Écoutez, ça s'appelle Phi 3900. Là, c'est pas vrai qu'on fera pas de la vraie philo dure et pure. Parce qu'en philosophie, ces concepts-là sont bien définis, bien conçus. On pense entre autres aux travaux d'Aristote. C'est le premier. Écoutez, Platon et Aristote. Si vous avez jamais lu de philo, commencez par ça. Là, on dirait qu'ils ont tout dit, puis le reste, c'est une note de bas de page, comme disait l'autre. Donc, Aristote, ses travaux ont été repris par Kant, peut-être plus tard, là, lorsqu'on parle de jugement pratique. Même cette expression-là a été consacrée par Kant. Le jugement, pour eux, c'est quoi? Pour Aristote, c'est quoi?
le jugement, c'est l'acte de prédiquer une chose. C'est de associer à cette chose un prédicat, un attribut, une qualité. Hein? C'est simple, hein? Non, c'est pas simple, mais comment je pourrais vous expliquer? Prédiquer une chose, en fait, c'est assez simple. Ça ressemble à du français. C'est juste qu'on oublie parfois combien c'est compliqué le français, là, ou la langue en général, quand on s'exprime, là. Prédiquer, c'est quoi? C'est dire ce qu'est une chose. Hein? C'est le verbe être. C'est tellement un verbe complexe, le verbe être, dans toutes les langues d'ailleurs. Mais prédiquer une chose, c'est dire que l'être de cette chose. Hein. Si je dis cette chose X est, ben, ce verbe être là, qui se prépare à vous dire quelque chose d'important, là, c'est ça, prédiquer une chose. Alors, on le fait tout le temps. On est tout le temps en train de juger, de prédiquer. On dit, ben toi, tu es X, puis ce chien, il est Y, puis cette information, elle est Z. Donc, prédiquer, c'est ça, c'est dire ce que sont les choses. Et lorsqu'on tente de dire ce que sont les choses, on est en train de juger. Et Aristote ajoutera que le jugement, c'est la pensée, hein, la vôtre, mais qui est en acte. C'est la pensée en pleine action. C'est votre pensée en pleine action qui tente plutôt de décider, de dire ce qu'est une chose. Et là, j'espère que je vous ai pas perdu. Hein, c'est simple, c'est ce que je vous dis. C'est quand même simple, mais en même temps, c'est très profond. C'est juste qu'on utilise tellement souvent le verbe être dans notre langage qu'on oublie un peu ce qu'on est en train de faire. Répétons. Il y a un jugement lorsque votre pensée, en acte, se prononce sur ce qu'est une chose, hein, sur l'être de cette chose. Et lorsque votre pensée se prononce sur la valeur d'une proposition, elle est en train de juger. Typiquement, lorsqu'on parle de jugement, le jugement concerne 4 choses. Ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui est bien. Donc, lorsque je juge, là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est la pensée en acte, la mienne, mais qui tente de dire ce qui est beau, juste, vrai et bien. Peut-être des exemples. Oui, il faut toujours donner des exemples. Le chat est beau. Si je dis le chat est beau, c'est un jugement parce que ici, on a la pensée, la mienne, qui est en train de se prononcer sur l'être d'une chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est le chat. Puis que ma pensée se prononce par rapport à la beauté. Donc, ce chat est beau. Je suis en train de juger. Puis parce que c'est un jugement qui tente de parler du beau. On parlera d'un jugement esthétique. Autre jugement, on pourrait dire, cette étude scientifique là, que je viens tout juste de lire, c'est vrai. Et pourquoi c'est un jugement? Parce que là aussi, la pensée, la mienne, est en train de se prononcer sur ce qu'est cette chose, hein, cette étude scientifique. Puis que ma pensée tente de se prononcer sur la vérité de cette chose, de cette étude scientifique. Et je conclus, je dis, cette étude est vraie. Et là, ici, on parle d'un jugement parce qu'on parle de la question de la vérité. On va parler d'un jugement épistémique, un jugement scientifique peut-être de façon plus moderne. Je tente de juger si cette chose est vraie. Donc, un jugement épistémique. Et habituellement, ce type de jugement sont lots de doutes et d'incertitudes, si on y reviendra. Quelle autre forme de jugement, je pourrais dire, cette
cette décision de la santé publique concernant le port du masque est juste. Hein? Rappelez-vous ce genre de décision-là, comment c'était difficile à juger, et je juge qu'elle est juste. Et c'est un jugement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je reprends ma ritournelle, parce que la pensée, la mienne, est en acte. Elle est en train de se prononcer sur ce qu'est cette chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est la décision de la santé publique. Et que ma pensée se prononce sur cette décision et je la juge juste. Et cette décision, elle est juste. Et parce que je me prononce sur... donc, vous voyez ici qu'il y a une préconception de la justice. À ce moment-là, on parlera de jugement politique, de jugement juridique. Et un autre exemple, quel exemple que je pourrais vous donner, peut-être plus proche de la réalité, tiens, la saison de hockey vient de commencer. Je pourrais dire cet entraîneur, le comportement de cet entraîneur est mal. C'est pas bien ce qu'il fait. Ça, je suis en train de me prononcer sur l'être de cette chose, hein, le comportement de ce joueur ou de cet entraîneur. Et encore une fois, c'est la pensée en acte, la mienne, qui se prononce sur cette chose qui est la décision, le comportement de cette personne. Et parce que je me prononce par rapport au bien et au mal, à ce moment-là, ce sera un jugement moral, un jugement éthique. Jugement, donc. Me suivez-vous, là? J'espère. En jugement, tous les exemples que je vous ai donnés à chaque fois, vous le voyez, il y a exercice du jugement. Pourquoi? Parce que la pensée en acte tente de prédiquer. Et prédiquer, c'est quoi? C'est tenter de dire l'être d'une chose. Est-ce que cette chose, elle est? Et si je me prononce, je vais tenter de décider si elle est bien, si elle est juste, si elle est belle, si elle est vraie. Prédiquer une chose. Hein, je disais associer à cette chose un prédicat, un attribut, une qualité, par rapport au beau, au juste, au vrai, au bien. C'est ça, juger. Hein? C'est simple, hein? C'est simple, hein? C'est juste ça, juger. Bon, je sais que ça vous semble peut-être un peu plus compliqué, puis j'espère que ça passe bien quand même à l'audio. J'essaie de systématiser tout ça, puis d'y aller doucement. Mais peut-être que vous préférez aussi juger sans réfléchir, sans savoir exactement ce que c'est le jugement, mais la philosophie, ça sert un peu à ça, là, nous faire voir, nous faire admirer la complexité de nos gestes et les termes qu'on utilise peut-être dans le quotidien parce qu'on juge, hein, on juge sans cesse, même si on ne sait pas exactement ce que c'est juger. Et la prochaine fois qu'on vous dira sers-toi de ton jugement ou arrête de juger, vous pourrez peut-être mieux saisir la difficulté philosophique de la tâche qu'on vous impose ou qu'on tente de vous interdire. C'est important de réfléchir à cette notion parce que, pourquoi je vous explique tout ça? Parce que dans l'exercice de votre profession, l'exercice du jugement professionnel, c'est partout. Hein? On vous demande d'exercer cette difficile tâche qu'est l'exercice du jugement professionnel, mais on ne vous explique pas c'est quoi le jugement professionnel. Pourtant, ce sera partout. Hein? Décider si cette chose, si c'est vrai, si c'est juste, si cette décision est la bonne, le jugement s'exerce partout. Puis vous aurez peut-être remarqué que l'exercice du jugement, ça s'exerce toujours en zone d'incertitude, hein, en zone de doute, d'incertitude, parce que, vous l'avez compris, là, décider qu'une chose est bien, vraie, juste, c'est des notions complexes. La prudence, si vous êtes prudent, hein, la prudence, c'est justement peut-être de ne pas nous prononcer avec certitude lorsqu'il s'agit du bien, du vrai, du juste et du beau. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, s'il n'y a pas cette zone d'incertitude, le jugement en acte n'est plus nécessaire. Ça n'exige pas
d'exercice du jugement pour décider si 2 plus 2 égale 4. Non, pas besoin d'exercice du jugement. Demandez à votre calculatrice. Elle pourra vous le dire automatiquement, sans exercice du jugement. Mais en zone d'incertitude, le jugement, il est nécessaire. Et c'est la qualité de votre jugement qui vous permettra peut-être de gérer plus prudemment ces zones d'incertitude, ces zones de doute, ces dilemmes que peut-être que vous allez rencontrer. Décider qu'une, je ne sais pas quel exemple que je pourrais vous donner. Décider qu'une structure est en bon état, décider que cette route doit passer à tel endroit, décider si cette troisième structure va effectivement permettre de réduire le trafic à long terme, décider si le tracé si le tracé est cohérent avec nos intentions de développement durable, ça demande du jugement. Décider si un système informatique est sécuritaire, trancher, là. Est-ce qu'il est sécuritaire? Est-ce qu'il est suffisamment sécuritaire? Ça demande l'exercice du jugement. Est-ce que, quel autre exemple que je prends? Est-ce que lorsqu'on tente, on consulte des études, on arrive avec des résultats, est-ce que ces résultats reflètent la réalité? Est-ce qu'on peut tirer des conclusions à partir de cette étude? À partir de combien d'études on peut tirer des conclusions fiables et rigoureuses? Ça demande l'exercice de jugement, du jugement. Là, on est vraiment dans cette zone d'incertitude. Aucune des questions, en fait, vous ne pouvez pas répondre à ces questions sans puiser dans l'exercice de votre propre jugement. Aucune. Ce jugement, il est nécessaire pour décider dans un contexte d'incertitude. Ce terme-là, il est important pour comprendre ce qu'est le jugement. Je le disais un peu plus tôt, il y a une foule d'incertitudes dans tout ce que vous allez accomplir. Des études contradictoires. C'est lesquelles les études les plus pertinentes, rigoureuses, bonnes, justes. Décider lorsque vous arrivez avec deux valeurs en opposition. Donc, ça, je vous ai donné des exemples. Vos dilemmes, c'est un peu ça, l'exercer votre jugement. Il y a deux valeurs en opposition, deux voies, deux bonnes voies, laquelle privilégier. Autre zone d'incertitude, lorsque vous devrez jongler avec différentes conceptions peut-être de la santé publique, de la sécurité publique, de la paix sociale. Vous savez, on vous demande de protéger le public, mais c'est quoi le public exactement? Face à certains problèmes, protéger le public, c'est pas simple. C'est qui le public? Qui je dois privilégier? Est-ce que c'est celui qui est là en ce moment ou celui qui sera là dans 2, 3, 4 générations? Servir le public, il y a une zone d'incertitude là. Jugement et rejugement, je le dis, le jugement professionnel, il sera partout et vous devrez vous appuyer sur la science, le savoir, la rigueur, les normes, les attentes les plus élevées en cette matière pour exercer votre jugement dans ces zones délicates, dans ces zones d'incertitude. Et pour ça, vous devrez, encore une fois, vous appuyer sur la science pour tenter de protéger le public, servir le bien, la conception du bien que vous avez en tête peut-être, ou celle qui est promue par votre employeur, en sachant très bien que ces ambitions ont de grandes parts et grandes zones d'incertitude. Un pouvoir engendre de grandes responsabilités. Vous avez un grand pouvoir, vous devrez l'exercer de façon responsable. Et comment? En vous appuyant sur un jugement, votre jugement qui se veut honnête et intègre. Voilà le défi et peut-être le résumé de tout ça. Peut-être une dernière... vous savez, pour éclaircir une notion en philosophie, on dit qu'examiner son contraire, ça peut parfois être assez éclairant. On dit qu'on comprend mieux
la notion de santé lorsqu'on est malade, on peut reprendre le même exercice avec le manque de jugement. Hein, vous savez, ça, on est plus facile à savoir. C'est plus facile pour vous peut-être de savoir c'est quoi manquer de jugement. Allez sur les réseaux sociaux, là, vous allez en voir. Vous allez avoir l'impression qu'il y en a plusieurs qui manquent de jugement. Et j'ajouterais là, de part et d'autre, là, prenez n'importe quel débat polarisant. Le manque de jugement, il y en a de chaque côté de la clôture, là. C'est juste d'aller souvent dans les extrêmes peut-être pour trouver celles et ceux qui manquent de jugement. Mais c'est quoi qu'on leur reproche exactement à celles et ceux qui manquent de jugement? Ils manquent de quoi? Est-ce qu'ils manquent d'informations? Ben non. Des informations, ils en ont à la tonne. Ils ont fait leur recherche. Curieusement, j'aurais envie de vous dire que le signe peut-être le plus évident de manque de jugement, c'est peut-être justement le refus d'accepter cette part d'incertitude, hein, dans le savoir. C'est le refus, le déni même de la complexité. Quiconque a déjà fait de la science et du génie, vous faites de la science et du génie, vous avez exploré ces domaines, vous le savez très bien que ces domaines sont complexes. Puis n'importe qui a un peu de rigueur le voit bien, là, c'est compliqué tout ça, là. Les ponts, les routes, les structures, c'est complexe. Hein? La santé humaine, c'est complexe. Construire un pont, quoi d'autre? Un avion, une fusée, un robot, un logiciel, c'est compliqué. L'arpentage, faire un piquetage, c'est compliqué. Le savoir qui est associé à tout ça, de la chimie, quoi d'autre, là? J'essaie de penser à tous mes étudiants, des études en géologie, concevoir des vaccins, des médicaments, faire de la recherche en sciences, aux études supérieures, c'est complexe tout ça, là. On ne peut pas réduire la réalité à des simplifications, à des... Vous savez, ceux qui disent là, que c'est que ceci, puis que cela, puis c'est simple, j'ai tout compris, c'est juste ceci et cela. C'est jamais que ceci, que cela, là. C'est toujours plus complexe. Il y a des zones d'incertitude. Vous le savez. Je vous rappelle, hein, pour Aristote, le jugement, c'est la pensée en acte. Pour Aristote, le manque de jugement, c'est la pensée qui n'est plus en acte. C'est la pensée qui se contente peut-être là, des explications, puis des solutions toutes simples à des problèmes complexes qu'on tente de vous proposer. Hein? Les problèmes complexes sont bourrés d'incertitudes. Puis la pensée qui accepte cette complexité, cette incertitude, elle peut exercer un jugement. Et l'autre qui refuse cette complexité, c'est peut-être elle là, qui manque de jugement. Cette pensée qui n'est plus en acte, voilà peut-être comment on pourrait définir le manque de jugement. Mais encore une fois, là, j'espère que vous avez compris que je parle de ce qui se passe de part et d'autre de n'importe quel débat. On aime être certain, mais cette certitude, cette simplicité, même si ça nous rassure, puis on a besoin d'être rassuré parce que c'est humain, mais la réalité, c'est que c'est complexe et c'est incertain. Puis ça prend du jugement, encore une fois, pour naviguer dans ces zones d'incertitude et de complexité. Voilà. Alors, lorsque quelqu'un vous dira « Sers-toi de ton jugement », maintenant, vous êtes à même d'apprécier le sens et la complexité de cette lourde tâche. Et dans l'exercice de votre profession, lorsqu'on vous demandera d'exercer un jugement professionnel, libre, autonome et de façon responsable, maintenant, vous êtes plus compétent pour juger pas la lourdeur, mais le sens profond qui se cache derrière cette phrase et derrière cette
cette injonction et on l'a à peine effleuré dans ce podcast. OK, ce sera tout pour ce module 7, cette introduction au module 7. On n'a pas tout fait. Rappelons peut-être les objectifs de ce module. Expliquer les principaux régimes de responsabilité, donc responsabilité criminelle, civile et disciplinaire. On va les voir demain en classe. Deuxième objectif, expliquer quelles sont les responsabilités prospectives d'un professionnel. Donc, son rôle moral, expliquer ça, on va définir. Mais déjà aujourd'hui, vous avez au moins la distinction entre responsabilité rétrospective et prospective. Dernier objectif, définir le jugement professionnel. Donc, définir le jugement professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que le jugement? Je vous ai aidé à commencer cette réflexion ici dans le podcast et on va le continuer, évidemment, demain en classe, sinon dans l'enregistrement de cours. OK, c'est tout pour cette semaine. On se voit demain, mardi. Ce sera votre cours. D'ailleurs, à la fin du cours de demain, tiens, je vous annonce ça en première. Demain, à la fin du cours, il va y avoir un caout récapitulatif récapitulatif là, sur les modules 1 à 6 inclusivement. Parce qu'il y en a qui ont déjà commencé leur étude de l'examen de mi-session. C'est une très bonne chose parce que, rappelons-le, là, ça commencera demain après le cours. Donc, vous aurez une semaine là, pour passer à travers cet examen de mi-session. Puis d'ailleurs, tiens, avant que je close ce podcast, si vous avez besoin d'instructions, j'ai donné ces instructions-là dans le dernier épisode du podcast. Donc, pour vous, c'est 141. Les 20 dernières minutes, là, je vous donne toutes les instructions et informations concernant cet examen de mi-session. Ce que je disais, c'est que demain, à la toute fin du cours, il va y avoir un caout récapitulatif pour voir un peu où en est votre étude, voir si vous êtes prêt ou non à sauter dans votre examen de mi-session. OK, là, c'est tout. On se voit demain en classe synchrone. Sinon, pour vous en rattrapage dans les enregistrements de cours et sinon en podcast ici, à la même place, avec votre même prof. La semaine prochaine, je vais publier le prochain épisode lundi prochain. Sinon, d'ici là, prenez soin de vous. Soyez responsables. Servez-vous prudemment de votre jugement. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, ce sera la définition du jugement. Le jugement, c'est la pensée en acte qui tente de décider ce qu'est une chose. Ce qu'est, donc le verbe être, une chose. C'est tout, bye bye.